de court-métrage. Mais ça ne va pas être court, bienvenue. On se retrouve cette semaine du 12 février pour parler encore une fois de l'activité du cinéma d'animation en France et ailleurs. Cette semaine, on parle de court-métrage, le bilan du court-métrage en France proposé dans le cadre de Clermont, des longs-métrages d'animation basés sur des courts-métrages. On va commencer par la sortie série de la semaine, et ce n'est pas là une sortie des moindres car c'est la saison 4 de Wakfu. Issue du jeu vidéo du même nom et série absolument iconique du studio Ankama, revient pour une saison 4 qui était assez attendue par les fans, car on va y retrouver nos héros et héroïnes plus âgés dans une histoire un peu plus sombre que d'habitude, et c'est une saison 4 qui s'est beaucoup fait attendre, mais qui va aussi marquer une ellipse dans son histoire. Wakfu, c'est une série qui a beaucoup de fans en France et à l'étranger, et qui a vraiment une identité propre extrêmement intéressante. Mélange de style à la fois d'un humour français, mais d'une forme proche de l'animation japonaise. C'est une série de magie, d'aventure et de twist qui a vraiment des ambitions d'action et de dramaturgie comme on en voit rarement dans l'animation française d'action. Et cette nouvelle saison, elle a l'air d'en avoir sous le capot, avec une envie de remettre en question à la fois l'univers, montrer des personnages plus matures et avec des problématiques plus adultes. Et j'espère qu'elle satisfera les fans qui ont participé à son financement et l'attendent depuis des années. Et question série iconique qui revient, et bah on en a deux qui se profilent pour le futur. La toute première, c'est la série Winx qui prépare son comeback. Winx, c'est une série de Magical Girl italo-britannique qui avait beaucoup marqué au début des années 2000. Winx est une des grandes séries de Magical Girl avec son équipe d'héroïnes badass qui se battait contre les forces du mal et qui a eu le droit il y a quelques années de cela à une série spin-off. Et pour les 20 ans de la série, un reboot en préparation et devra arriver à la date anniversaire qui se rapproche. L'autre série littéraire cette fois-ci qui va avoir une adaptation en animation, c'est la série La Guerre des Clans. C'est une saga littéraire de combat et de politique, mais avec des personnages chats qui s'est constitué de nombreux tomes au fur et à mesure des années. Et pour la première fois, cette série va être portée à l'écran par une collaboration entre l'entreprise chinoise Tencent et le studio britannique Colabi. Aucune date n'a encore été annoncée, mais les fans des livres seront ravis. Et on va quitter les séries ados pour aller sur le gros sujet de ce soir, le court-métrage. Comme vous le savez, la semaine dernière, c'était le Festival national du court-métrage à Clermont-Ferrand, et dans ce cadre, le CNC a publié son étude annuelle sur le marché du court-métrage en 2022. C'est plein de chiffres intéressants, plein de statistiques et plein de constats sur l'industrie. Je vais essayer de vous en faire la version courte. Les points clés, c'est que le CNC continue à soutenir le court-métrage sous ses différentes formes, avec 263 courts-métrages aidés en 2022. Le court-métrage, et je le dis souvent ici, c'est un secteur qui est beaucoup plus paritaire et diversifié que le long-métrage, car les contraintes économiques ne sont pas du tout les mêmes. Ça se voit sur les sujets des films, ça se voit sur les techniques, et ça se voit aussi sur des questions sociales comme la parité. On a donc en court-métrage 45% de réalisatrices soutenues par le CNC, 42% des courts-métrages aidés strictement réalisés par des femmes, contre 30% pour le long-métrage. Les coûts moyens étant plus bas, cela permet à de plus de personnes d'accéder à la fonction de réalisatrice, et ça se voit beaucoup en animation, où la parité est beaucoup plus respectée. Sur des questions globales d'économie et de fréquentation des salles, le CNC se félicite en disant qu'on réatteint les niveaux d'avant-crise Covid. Ce maintien des fréquentations et de la visibilité, il est aussi soutenu par tout le système français, notamment des festivals qui continuent à soutenir à fond la création, comme le fait Clermont, les chaînes nationales qui continuent à diffuser les courts-métrages à la fois à la télé, mais aussi sur internet, et l'offre de vidéos à la demande actuellement en train d'être beaucoup plus ouverte au court-métrage qu'elle ne l'était auparavant, où elle était principalement centrée sur la série et le long-métrage. Pour l'animation, on a quelques statistiques intéressantes spécifiques. La parité est de 43% de femmes pour 56,9% d'hommes. L'animation, même au format court, reste un genre très cher, et ça se voit dans la nécessité importante qu'ont les œuvres de financement public. Et si vous vous posez la question du prix, eh bien, on a l'information. Un court-métrage d'animation coûte en moyenne 176 000 € pour être produit, et ce coût, c'est le coût prévisionnel. Il s'avère que dans la grande majorité des cas, le coût final des films est plus élevé encore. En moyenne, en animation, les aides publiques représentent 26% du coût total des films. Et fait économique très intéressant, c'est que l'animation se vend très bien à l'étranger. Elle représente 47,8% du chiffre d'affaires de l'export à l'étranger et 60,6% des transactions. Mais en tant que membre de l'industrie, on doit savoir que l'argent de l'animation, il vient de ces ventes internationales et qu'il doit profiter au milieu tout entier, que ce soit les artistes, techniciens ou les boîtes de production, et que cela doit être nos leviers face au reste de l'industrie pour prouver notre place à égalité. Voilà, après cette déclaration, je vais m'arrêter là. Le dossier total est très complet et revient sur beaucoup d'autres questions et se penche plus sur la question de la distribution, mais les statistiques étant mélangées entre fiction, documentaire et animation, je vais me contenter des statistiques que je vous ai données avant pour vous donner une idée au plus proche de l'industrie telle qu'elle est actuellement.
En tout cas, regardez du court-métrage, on en fait plein et ils sont vraiment très qualitatifs. Et si les courts-métrages français sont aussi qualitatifs, c'est en partie grâce aux nombreuses formations qu'il y a en France d'animation, c'est grâce aux nouveaux membres de l'industrie qui la rejoignent continuellement. Mais en ce moment, comme je le répète souvent ici, c'est plus difficile pour des jeunes d'accéder à des emplois en animation. J'en suis conscient, l'ensemble de l'industrie en est conscient, et quelques réponses commencent doucement à émerger. Je vais vous en parler de deux ici. La première, c'est l'Eureka, le réseau des écoles de cinéma d'animation, qui prend ses responsabilités cette année et qui diffuse 2 conférences pour aider les étudiants et étudiantes. Dans le cadre des Journées Eureka, ont été organisées 2 prises de parole. La première, c'est sur les conséquences artistiques et économiques du développement de l'IA sur les métiers de l'animation, et la seconde, c'est sur le développement de l'e-réputation et entretenir sa présence en ligne pour faciliter son insertion dans le milieu. Ces 2 conférences, elles ont eu lieu en public en décembre dernier, et leur captation vient d'être mise en ligne sur le site YouTube d'Eureka. Vous les consulter en ligne si vous le souhaitez. Personnellement, je trouve ça très insuffisant par rapport à la crise de l'emploi qu'il y a actuellement et la saturation du marché à cause du trop grand nombre d'étudiants et étudiantes arrivant sur le marché du travail en même temps. Mais on peut y trouver certaines informations intéressantes que je vous laisse découvrir. Il y a eu une autre conférence sur le sujet des stages et des premiers emplois en animation, mais cette fois-ci du point de vue des studios. C'est le média 3DVF qui a organisé ça avec une dizaine de studios parisiens. Plusieurs représentantes des services de recrutement sont venus expliquer leur méthodologie, ce qu'elles entendaient de la part des candidats-candidates, et ont répondu aux questions des internautes en live pour essayer de répondre au mieux à leurs interrogations, leur stress, et essayer d'apporter un petit peu de clarté sur toute la situation. La vidéo totale dure 1h30 et est disponible actuellement sur la chaîne YouTube de 3DVF, et vous y trouverez forcément des informations intéressantes sur votre propre recherche de stage. Je tiens à saluer la réactivité de 3DVF et de certains studios sur ces sujets, et je pense que ça représente au moins une prise en compte de certaines actrices du milieu sur la situation que l'on rencontre actuellement. Aux étudiants, étudiantes et jeunes travailleuses en cours de recherche, je vous souhaite de trouver rapidement un endroit où commencer votre carrière, et en attendant, gardez courage. Pour continuer cette émission, on va continuer avec les sections Les belles images. On va y continuer notre feuilleton micro-total sur les productions en cours en France actuellement, et la thématique de cette semaine sera sur le parcours du court au long métrage d'animation. Alors même si ce sont 2 formats très différents, il arrive qu'il y ait des ponts entre les longs métrages et les courts métrages. Un court métrage peut présenter un univers, un scénario ou des personnages qui se trouveraient très bien en long métrage, et il arrive également qu'un succès critique permette à des réalisateuristes de changer de format pour des productions plus ambitieuses. L'exemple que je cite continuellement à ce sujet, c'est le parcours d'Alberto Vasquez. Alberto Vasquez, c'est un réalisateur espagnol qui est en activité depuis de nombreuses années dans le milieu du court-métrage et qui a sorti en France plusieurs courts-métrages chez Autour de Minuit dans son univers très macabre personnel, notamment Psychonautas, Unicorn Wars et Decorado. Et ces dernières années, grâce à un succès critique, il a pu tour à tour transformer ces 3 courts-métrages en des longs-métrages bien plus ambitieux et enrichir des histoires qu'il n'avait fait qu'amorcer au format court. Psychonautas et Unicorn Wars sont des longs-métrages déjà sortis, mais Alberto Vasquez travaille actuellement sur Decorado. Au sein de son studio espagnol Unico, il développe son long-métrage Decorado. Decorado, ça va nous parler de Arnold, un acteur sur le retour qui subit une crise existentielle et qui a l'impression que l'ensemble de son monde n'est qu'un simple décor devant ses yeux. Ici, le court-métrage lui a permis de développer une technique, un univers et un propos, et ses succès précédents vont lui permettre de développer cette histoire en format long. Mais revenons à la source et parlons d'un long métrage basé sur un court métrage étudiant. C'est le cas de 1000 rêves de Jonathan Fancy Chanson, développé actuellement au film du Poisson Rouge. Ce long métrage en cours de développement est à la base un court métrage étudiant nommé 1000 rêves Zentil Invincible, dans lequel le réalisateur avait créé un chapitre de son histoire totale et l'avait diffusé sous la forme de court métrage, notamment à Annecy en 2020. Ici, le point est très logique. On a d'un côté un réalisateur qui a envie de créer un long métrage mais n'en a pas les moyens, le temps ou la technique, et qui va trouver une solution pratique, développer un premier court-métrage pour convaincre des festivals et une production. Mais cette manière de procéder, elle peut aussi exister dans le cadre des productions mêmes. C'est le cas de La Petite Cavale de Julien Bizarro développé chez Piccolo Pictures. Julien Bizarro avait réalisé un unitaire TV, l'Odyssée de Tchoum, racontant l'histoire de 2 frères chouettes qui vivaient dans un bayou américain et qui parlait de coopération animale dans ce cadre naturel, au graphisme très charmant. Actuellement, il développe un nouveau film, La Petite Cavale, qui reprend l'esprit et le graphisme de son premier court-métrage, mais viendra cette fois-ci nous parler d'une collaboration animale-parentale entre un père manchot et un bébé équidné. Ici, la filiation et la déclaration du réalisateur sont très claires. Si je suis capable de faire ça sur 26 minutes et le faire financer à la télé, laissez-moi le faire sur 1h30. Le projet est actuellement en cours de développement, mais vu la mignonité de l'Odyssée de Tchoum et son succès critique, j'espère qu'il pourra voir le jour. Un autre exemple de développement d'unitaire TV vers le long métrage qui est assez intéressant, c'est le projet 3 contes aux petits oignons réalisé par Hugo de Faucompré et Lyséon d'Andrea. 3 contes aux petits oignons, c'est 3 histoires avec les mêmes personnages
Et la première histoire, c'est l'histoire de Maman pleut des cordes, un unitaire TV sorti il y a quelques années de ça, et qui avait eu des bons retours critiques, notamment pour sa direction artistique et ses décors traditionnels extrêmement charmants. Le projet est actuellement porté par Lydec Films et Don Lou. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'unitaire TV sert à la fois de preuve de faisabilité, mais sera aussi réutilisé pour le film final, et sera donc une très grande économie dans le plan de financement final du film. Ayant personnellement travaillé sur le projet Maman pleut des cordes, j'espère que le long métrage pourra voir le jour et porter cette ambition graphique et scénaristique au format long. Et pour finir sur ces points entre court métrage et long métrage, je voulais vous parler d'une dernière forme qui sont les remontages et les programmes. Le gros programme de cette année, c'est-à-dire plusieurs courts-métrages assemblés pour faire un long-métrage total, c'est Le Noël des animaux, réalisé par Camille Almera, Caroline Attia, Ceylan Beyoglu, Oleisha Shuskina, Aruna Kishi et Nathalie Cherniascheva. Ce sont 5 courts-métrages indépendants mais avec une même thématique, des animaux fêtent Noël ensemble mais avec des formes et des techniques différentes. C'est un projet intéressant parce que ce sont 5 courts-métrages originaux qui sont réalisés par des personnes différentes et qui donc peuvent être produits de manière plus modeste et séparée que ne le serait un court-métrage avec une unité graphique. C'est actuellement en développement chez les Valseurs et la diffusion devrait avoir lieu au Noël prochain. Le tout dernier exemple que je voulais proposer de comment des petits éléments peuvent se combiner en un grand, cette fois-ci ce n'est pas du court-métrage mais de la série, c'est donc le projet L'hiver d'Edmond et Lucie réalisé par François Narbou chez Miam Animation, et cela va regrouper 4 épisodes de la série originale Edmond et Lucie avec des nouveaux éléments visuels qui viennent créer une connexion entre les différents épisodes et créer un récit interconnecté. Ce genre de remontage, c'est une astuce vraiment intéressante de l'industrie. Ça permet de faire vivre une série au format long métrage avec une sortie en salle, et économiquement c'est aussi extrêmement intéressant car les mêmes images peuvent être utilisées pour plusieurs formats différents. C'est une pratique qui est extrêmement commune dans l'animation japonaise. C'est une pratique qui pour la série est extrêmement marginale en France, mais qui pour les courts-métrages est vraiment très très courante, avec souvent l'association d'unitaires TV et de courts-métrages accompagnants sur une thématique donnée. On avait eu par exemple l'année dernière des belles sorties en salle comme Conte de printemps, Drôle d'oiseau ou Capitaine. Voilà, ce sera tout pour cette chronique entre les points entre court-métrage et long-métrage. J'ai un peu moins parlé de l'identité des projets et un peu plus des connexions qu'il y avait entre les deux formats, mais j'espère que ça vous a intéressé tout de même. Et on va donc finir cette émission avec les sorties cinéma. La première sortie, c'est une sortie étrangère intéressante, Rose, petite fée des fleurs de Tok Vestmark Stinsen. C'est un conte jeunesse très doux avec un beau graphisme un peu aquarelle, légèrement suranné, mais que j'aime beaucoup. Ça nous raconte l'histoire de Rose, une petite fée des fleurs très timide qui va se faire une nouvelle amie beaucoup plus audacieuse qu'elle, et ensemble elles vont partir à la découverte du monde. C'est orienté vraiment avec un public jeunesse, mais j'avoue que la qualité de l'animation et le charme de l'univers ne me laissent pas insensible. L'animation peut être un peu plus proche de la série que du long métrage pour en rebuter certains et certaines, mais je me dis que en tant que long métrage, il a une identité graphique qui est quand même assez intéressante. Peut-être que cela pourrait vous plaire. Et en parlant de graphisme intéressant, on va parler d'une proposition extrêmement différente, avec le film Chien et chat de Rem Koolhaas et Tristan Schulman. Alors ce n'est pas pour parler un film d'animation, ce serait plutôt un film de VFX, mais on va y rencontrer des personnages d'animation qui y côtoient des humains en chair et en os. C'est une sortie de comédie française avec en tête d'affiche Franck Dubosc, et ça va nous raconter l'histoire de deux inconnus qui se rencontrent autour de la recherche de leurs animaux de compagnie disparus. Et côté animation, c'est plutôt ces animaux qui vont nous intéresser, ils sont entièrement faits en 3D et doublés, dans un style semi-réaliste que je trouve honnêtement assez perturbant. Pour ce qui est du contenu du film, on a l'air d'être dans une course-poursuite comédie française assez classique, avec une ambition d'action qu'on retrouve rarement dans la création française. Et dans Parallax, on aime bien parler des projets qui utilisent l'animation de manière marginale, et il faut reconnaître que Chien et Chat est un projet qui propose exactement ça, avec quand même une grande maîtrise technique de l'animation, de la modélisation 3D et de l'intégration, qui, même si le projet final n'est pas charmant, doit être salué pour ses accomplissements techniques. Et pour terminer, on va rester sur les animaux 3D, avec l'étonnante ressortie de Alerte Rouge de Pixar pour la première fois en salle. Alors c'est un film qui est déjà sorti depuis longtemps, donc je vais pas beaucoup vous le représenter. On y suit les histoires de Méline, une jeune adolescente qui, en même temps qu'elle a sa crise de puberté, se découvre un pouvoir de métamorphe en panda rouge géant, et qui est un film vraiment très sympathique sur une bande de filles. L'aspect qui nous intéresse ici en termes d'industrie, c'est le fait que ce soit une ressortie d'un film déjà sorti sur une plateforme de VOD. La grande raison derrière ça, c'est que Disney est en train de tester si le public serait prêt à payer des places de cinéma pour aller voir des films déjà disponibles en streaming. Le test a été fait aux États-Unis il y a quelques semaines de cela avec un succès très mitigé, mais si vous êtes des grands fans du film, que vous souhaitez le voir sur grand écran, ou si vous avez raté ce film qui est vraiment très chouette, et bah ça peut être l'occasion de faire des rattrapages. C'était pour mon petit Reader Digest sur le court-métrage en France, ses applications vers le long-métrage et les belles productions en salle et à venir. J'espère que je vous ai appris quelques trucs intéressants, notamment que si vous voulez tenter votre chance en tant que réal, le court-métrage est une très bonne porte d'entrée. En attendant de pouvoir vous parler d'autres choses la semaine prochaine, je vous dis, voyez de bonnes choses, parlez de bonnes choses, et surtout, créez des bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine!